Je suis née le 24 février 1924 à Sclessin, commune de Liège. Et au début de la guerre, j'habitais au 33 rue sur la Fontaine à Liège et j'avais 18 ans et demi quand j'ai été arrêtée. Mon projet, mon souhait, c'était de pouvoir contacter éventuellement une cellule de résistance où j'aurais pu passer des armes, des pièces détachées d'armes, mais je n'en ai pas eu le temps parce que le 13 octobre 1942, à 9 h du matin, 2 hommes en manteau de cuir noir sont venus m'interpeller en me demandant de décliner mon identité. J'ai pu rapidement glisser à une dame que je connaissais qui se trouvait dans mes environs, préviens ma mère. Et alors je suis sortie avec ces 2 gestapistes. Ils m'ont fait descendre derrière l'église Saint-Jacques, dans une maison de maître, disons. C'était, j'ai appris par après, le siège de la GFP, la Geheimfeldpolizei. C'était la police de sûreté allemande. Je suis Paul Brousson. Je suis né le 29 avril 1921 à Ougré. Ma résistance, elle a commencé déjà en 1936, qui a consisté par après directement à dénoncer effectivement le fascisme d'abord et puis le nazisme, le rexisme dans mon pays. J'ai distribué des journaux clandestins comme Le Monde du Travail, comme Churchill Gazette également, et puis récolter de l'argent au départ de l'ISC pour permettre donc à certains qui avaient déjà été arrêtés ou qui devaient se cacher, qu'ils puissent subsister, quoi. Le 26 avril 1942, j'avais été monté de garde sur les voies ferrées pendant la nuit. Je suis rentré chez moi à 7 h du matin. Alors j'ai occupé à déjeuner. On a sonné donc à la porte d'entrée de mon habitation. Ma maman était concierge à l'école du château, au Sclessin. Je suis allé ouvrir. 2 personnes dont je n'ai pas suspecté qu'elles étaient de la Gestapo m'ont demandé s'il y avait des instituteurs dans l'école. Comme c'était un jour où on distribuait les tables de ravitaillement, je leur ai dit, je n'en sais rien, c'est bien possible. Il y a des employés, il y a peut-être aussi des inspecteurs. Ils sont entrés dans l'école, la porte s'est refermée. Maman m'a demandé qui était qui. Elle m'a dit, ne crois-tu pas que tu devrais les prévenir, l'institutrice, qui me fournissait mes journaux clandestins et qui devait me les fournir justement ce jour-là. Et je suis allé à l'école. Et j'ai dit à l'institutrice en question, mademoiselle, vous avez reçu les journaux, oui. Alors, il faut les brûler. Et au moment où je sortais, ces 2 individus sont entrés et m'ont demandé ce que je faisais là. Ils m'ont tiré sur l'écharpe que j'avais, ils m'ont donné des coups de pied pour dire pour quelle raison j'étais là. J'ai maintenu mes dires, puis j'ai été emmené ici, sans tambour ni trompette, à la Gestapo à Liège. Au début de la guerre, j'avais 17 ans, n'ayant pas de travail à ce moment-là, je me suis engagé dans la défense passive. La défense passive, c'était qui surveillait si les lumières étaient éteintes et tout ça. Et c'est là que j'ai rencontré un homme qui m'a engagé dans la résistance. Et après avoir fait quelques sabotages et tout ça, j'ai été dénoncé. Et le 22 mai 1942, mon père et moi, nous avons été ramassés par les Allemands. Alors, à ce moment-là, nous avons été envoyés à Liège, à la Gestapo pour être interrogés. On a été interrogés assez durement par la Gestapo. Et je me suis retrouvé à la citadelle de Liège. J'ignorais encore à l'époque que mon père avait été arrêté, puisque moi j'avais été arrêtée sur mon lieu de travail. Mais ils avaient perquisitionné chez mes parents. Ils avaient trouvé du matériel de presse parce que nous confectionnions des tracts pour appeler à la résistance contre l'occupant. Et nous donnions des mots d'ordre.
Nous avons été interrogés chacun séparément. Donc, après mon interrogatoire, ils m'ont fait remonter dans la voiture et ils m'ont conduit directement à la prison Saint-Léonard. J'étais en cellule au secret. Je n'avais droit ni à de la correspondance, ni à des visites, ni à des colis, ni à aucun contact avec personne. Je suis partie en train, je ne savais pas pour quelle destination. J'étais dans un petit habitacle qui pouvait faire 1 mètre cube de surface où il n'y avait qu'une planche pour s'asseoir. On s'est arrêté une fois, je ne sais pas où. J'ai compris après qu'on avait chargé un groupe de prisonnières, des Françaises. Et nous sommes arrivés vers la fin de la nuit, nous sommes arrivés au port de l'Enfer. Nous arrivions à Ravensbrück. Le 8 mai, à 11h du matin, on a rassemblé 120 prisonniers. Nous avons appris par après que c'était tous résistants qui avaient été arrêtés dans différents endroits du pays, pris place donc dans 3 wagons, qui sont partis donc vers l'Est. Et nous sommes arrivés 60 heures après à Montausanne. Nous avons découvert donc une muraille avec des miradors, une muraille faiblement éclairée. Dans les miradors, donc, on distinguait de l'acier, c'était donc les canons des fusils ou des mitrailleuses. Et puis nous sommes entrés dans le camp, la porte s'est retournée derrière nous. Dans un premier temps, je suis allé dans un camp dans le nord de la Frise. Là, c'était un camp d'à peu près 2000 personnes, donc en majorité belges et quelques Français. De là, je suis parti à Dachau. J'ai d'abord été mis dans une baraque dans Nacht und Nebel, nuit et brouillère. C'était les prisonniers qui devaient disparaître sans laisser de traces. Et là, ça a été le cauchemar qui commençait. On nous a, à coups de bâton, à coups de pied, arrachés, tirés hors des wagons. Nous avions voyagé dans des wagons à bestiaux. Et nous étions aveuglés par les phares. On ne voyait rien que des fantômes qui s'agitaient, des personnages en vêtements rayés. Les SS, avec leurs chiens, qui avaient les crocs relevés et qui aboyaient férocement, on a enlevé à celles qui en avaient tous leurs bijoux, même les alliances. Et on nous a fait passer en file indienne, alors passer chacun tour à tour. Moi, j'étais justement l'avant-dernière du groupe. Nous, on nous faisait monter sur un tabouret et il y avait les capots, qui étaient donc ces Polonaises pour la plupart. Et elles nous examinaient les cheveux et les parties intimes pour voir si nous n'avions pas de parasites. Il y en a une qui m'a demandé si j'étais française. Je lui ai dit non, je suis belge. Elle m'a dit c'est bon. Alors je suis partie et j'ai retrouvé dans la pièce à côté les pauvres Françaises qui avaient toutes été tondues et qui pleuraient pour la plupart, qui se passaient la main dans les cheveux. Et alors nous sommes passés en file indienne devant le commandant du camp et quelques femmes, on les appelait les Offizierinnen, donc les femmes officiers allemandes. Et là, j'ai appris que je les affectais à la cordonnerie du camp. Et j'ai été cordonnier à la cordonnerie des SS, à réparer des chaussures en semelle de cuir des SS. Voilà comment j'ai pu, en partie, subsister pendant tous les débuts de ma captivité. Je ne vous passe pas les coups qu'on recevait, si on regarde un SS dans les yeux, c'était la gifle ou le coup de pied, quand ce n'était pas un coup de baïonnette, mais à plat sur les épaules, qui faisait très mal, n'est-ce pas?
Nous étions des sous-hommes, Untermensch, comme ils disaient, des sous-hommes, un numéro. Quand j'ai été ramassé, j'avais 19 ans. Je pesais 75 kilos. Quand je suis rentré 3 ans après, j'en pesais encore 43. Moi, mon travail variait suivant les besoins. En été, on arrosait les allées du camp parce qu'elles n'étaient pas pavées, c'était de la terre battue. Alors vous vous rendez compte des dizaines de milliers de prisonnières qui marchaient dans ces allées, ça soulevait une grande poussière et alors il fallait arroser avec, on portait le tuyau, comme les pompiers, des grands tuyaux d'arrosage sur l'épaule. Le motif de notre incarcération, c'était l'élimination par le travail. On travaillait depuis 6 heures du matin jusqu'à la nuit tombée. Et on avait comme nourriture le matin, donc un petit peu de cette eau chaude, disons. À midi, on n'avait rien du tout. Et le soir, on avait l'équivalent de 2 tranches d'un petit pain maintenant, avec une cuillère à café de marmelade, succès d'année, un tout petit bout de margarine, et c'était tout. Dans des grosses caisses en bois, où il y avait 2 manches devant et 2 manches derrière. On était donc à 2 pour porter ces caisses qui contenaient au minimum 50 kilos quand elles étaient pleines. Et il fallait les porter du lac qui était hors du camp à une assez bonne distance. Et je vous assure que quand vous avez fait 2 fois cette distance, la caisse vous échappe automatiquement des mains. Mais alors, il y avait l'SS avec son chien policier. Et quand vous sentiez la truffe du chien policier à 2 cm de votre mollet, je ne sais pas où on va chercher la force, c'est surhumain, c'est la survie. On retrouvait un peu de force pour soulever encore et à nouveau cette caisse qui vous arrachait les bras et le dos, mais qu'il fallait quand même porter. À tel point que j'avais fait ça toute la matinée. L'après-midi, je me suis cachée dans le dortoir, en dessous des lits, tout à fait contre le mur. Je savais ce que je risquais, mais je préférais risquer la correction qui m'aurait attendue si on m'avait trouvé, plutôt que de refaire encore une fois cette corvée l'après-midi. Ça aurait été au-dessus de mes forces. Il y avait aussi encore des fours crématoires, n'est-ce pas? C'était un commando de prisonniers qui, tous les jours matin, passaient avec une charrette. Et de la nuit, il y avait assez bien de prisonniers qui mouraient. Ils prenaient le corps et ils le jetaient comme ça. Et ils empilaient dans toutes les baraques, puis ils allaient au four crématoire, et là on les brûlait. Ce qui n'empêche quand même que les 120 que nous étions arrivés à Montauzen le 10 mai 1942, nous ne sommes que 15 à avoir survécu. Le fait de vivre de cette façon-là, le fait de se sentir diminué physiquement, pendant toute une période notamment, pour la plupart en tout cas, on se demande toujours comment est-ce que je vais m'en sortir. Le problème le plus récurrent pour celles qui en étaient un peu, je dirais, victimes, enfin, c'était un problème dont on ne parle pas souvent, c'était le problème du cycle mensuel des femmes. Nous n'avions rien pour nous protéger, aucune serviette, aucun moyen de protection quelconque. Donc, je vous laisse deviner, au bout de quelques mois,
surtout l'été, dans quelles conditions nous nous trouvions. On était vraiment ravalés au rang d'animal. Les SS, elles se bouchaient le nez et elles nous tapaient dessus parce qu'on sentait mauvais. Et elles étaient obligées, de par leur métier, disons, de rester à proximité de nous pour nous surveiller. Et ça leur tapait sur le système parce que ça les incommodait aussi. Nous, qu'est-ce qu'on devait dire alors, hein? Parce qu'on n'avait pas de vêtements de rechange non plus. Si même on avait voulu les laver, il fallait les remettre mouillés sur soi. Parce que si vous les mettiez pour sécher sur votre lit, le lendemain matin, ils étaient disparus. Tous les jours, il fallait procéder à ce qu'on appelle l'épouillage. Il fallait enlever ses vêtements et, entre les doigts, tuer les poux qui se situaient surtout dans les parties chaudes du corps, en dessous des bras, en dessous des seins, dans le cou. Et tous les jours, parce qu'un pouls, c'est la mort, ça apporte le typhus. Et le typhus, c'est mortel. Puis alors, il y avait l'infirmerie, soi-disant un bloc où c'était l'infirmerie, mais où il était préférable de ne pas y aller. D'abord parce qu'il n'y avait pratiquement rien comme médicament, et puis si vous étiez gravement malade, on vous piquait, comme on pique un chien malade maintenant. Quand vous aviez 20 ans, j'avais pas encore mis de mort à ce moment-là. Et nous dormions à 3. Donc une tête, on dormait en quinconce. Et là, le premier mort que j'ai vu directement, c'est mon voisin qui était mort et qui me regardait. Car quand j'ai remarqué que tout mort, quand tous les prisonniers mouraient, on était déshydratés, on avait faim, n'est-ce pas? Eh bien, on dormait, on mourait, et on lavait les yeux et la bouche ouverte. C'était... Alors, vous voyez, quand vous vous réveillez le matin comme ça. Et puis on s'habitue, on est tellement vu, alors on a fait de compte, on devient des animaux, savez-vous. Plus rien ne vous émeut. Quand je suis sorti de là, je n'étais pas un animal, mais presque, savez-vous. On a dû se prendre en charge nous-mêmes et essayer de nous civiliser. On avait tellement été brimés, battus, et ne pas oser dire ce qu'on pouvait. On était un petit peu agressifs envers les autres, malgré tout. Un jour matin, le commandant du camp nous a réunis sur la place d'appel toujours, et nous a dit « Les Belges et les Françaises d'un côté, les autres de l'autre ». On ne savait pas pourquoi, on était un peu frileuse parce qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'ils nous séparent comme ça, parce qu'ils auraient pu tout aussi bien nous séparer pour nous mettre à toutes une balle dans la nuque, hein. Ils n'avaient pas besoin de permission pour ça. On nous a fait monter dans un train. Nos gardes journes ne nous frappaient plus, ne nous parlaient pas, elles restaient dans leur coin, et comme si nous n'existions plus. Le train s'est arrêté. Les Obzerines nous ont dit « Alles raus !» Tout le monde dehors. Sans nous frapper, sans nous pousser, mais « Alles raus !» Nous sommes descendus sur un quai de gare. Et puis nous avons, sur la voie opposée, découvert un beau train de la Croix-Rouge suédoise. Et les dames de la Croix-Rouge suédoise avec des bidons de café et des paniers avec des petits pains. Et alors on a réalisé à ce moment-là qu'on était libre. Donc j'ai été libéré le 30 avril 1945, le lendemain de mon anniversaire de mes 24 ans, alors que j'avais été arrêté la veille de mes 21 ans.
Le lendemain, les Américains sont arrivés sur le coup de 10 heures du matin. Vous imaginez pas ce que ça peut faire de voir arriver les Américains. On était libre. Et à un moment donné, les Boches ont mis le drapeau blanc au Mirador. La majorité des prisonniers ils étaient en dessous des baraques. Hein. Et moi, j'étais justement dans une baraque face à l'entrée, hein, en dessous là. Et la porte, la grille était fermée. Et on a vu arriver un drôle de truc, c'était une Jeep. Mais nous, on ne connaissait pas les Jeeps. L'Américain qui est sorti, c'était un grand type très casteur, genre grand cow-boy, là. Il avait sa mitraillette en main. Il a ouvert la grille et il est entré. Hein. Le temps qu'il fasse ça, nous sommes tous sortis du dessous pour l'accueillir et le garçon a traversé la place sans toucher terre. On n'était pas fort, mais quand vous avez 100 mains qui se lèvent, ça s'est soulevé quand même 100 kilos. Hein. Nous savions que nous étions libres et on avait toujours faim évidemment, hein. On était épuisés, on aurait voulu manger, mais nos rations étaient minimes et surveillées médicalement parce qu'il n'était pas question, après 3 années de privation et de malnutrition, de nous donner n'importe quoi. Le docteur, mon copain, me dit, ne mange qu'une gamelle, il me dit. On en aurait mangé 4 et on avait encore faim. Mais l'estomac, à force de ne pas manger, était quand même rétréci. Hein. Parce que j'en ai vu qui sont morts d'avoir trop mangé. Mes parents avaient reçu de mes nouvelles grâce aux lettres que je leur avais écrites, notamment, qui sont arrivées. Donc ils savaient que j'étais vivant. Mais moi, j'avais aucune nouvelle d'eux. Et quand j'ai vu tous ces dégâts qui avaient le clamp un peu partout sur mes parcours, je me suis demandé ce que j'arrivais. Et arrivé au coin de la rue principale de Sclessin, et de la rue qui donnait accès à l'école, j'ai vu mon grand-père maternel. Vous imaginez bien ce que ça peut faire de voir mon grand-père maternel qui était là, qui faisait des gestes, et moi aussi. Et toute ma famille s'était réunie pour m'accueillir, mais ils étaient rentrés chez eux puisque je ne rentrais pas. Ils avaient attendu des heures et puis ils étaient retournés. Ce qui fait que quand je suis rentrée, ma mère était toute seule chez moi. Et quand je suis rentrée, quand j'ai sonné, qu'elle est venue ouvrir, elle a failli s'évanouir, évidemment, de joie et de stress et d'excitation et de tout. En attendant mon papa, qui n'est jamais revenu, malheureusement. Et dont je n'ai su que récemment la date exacte et de quoi il est décédé. Peut-être un jour que j'arriverai à leur pardonner. Peut-être. C'est pas encore fait. Mais oublier, ça, jamais. On ne saurait jamais oublier. Et j'ai très souvent, pratiquement tous les jours, une pensée pour tous ces pauvres malheureux qui ont laissé leur vie dans des conditions abominables, pour que la jeunesse de maintenant puisse un peu comprendre